finalement, c'est intéressant. Ça veut dire que pendant cette période de l'année, les sols ne seront plus nus, qu'on va avoir des cultures qui vont nourrir les sols de par l'activité racinaire aussi. Donc, il peut y avoir des choses intéressantes. Tout n'est pas à jeter, encore une fois. Par contre, il faut pousser un peu les expérimentations et s'assurer que ce qu'on va faire, on ne va pas dans le mur, en fait. 1, 2, 3, 4. Mesdames, Messieurs, bonsoir, Frédéric Denré. Une fois encore pour vous servir, je suis désolé, c'est comme ça, c'est tous les mois. C'est dans le sol, Xème émission, je ne les compte plus comme je ne vous compte plus. Si, tiens, je vais vous compter, vous êtes déjà 120, signe que le sujet du soir vous intéresse. Ce soir donc, après les nématodes, après les sols pollués, après le cycle de l'azote, mesdames, messieurs, voilà un sujet qui intéresse beaucoup de gens, qui fait fantasmer beaucoup de gens, qui évoque beaucoup d'ardeur, beaucoup de conflits. La méthanisation, mesdames, messieurs, la méthanisation. Et nous allons voir ça avec Battle Karimi. Bonsoir Battle Karimi. Vous êtes docteur en écologie microbienne des sols de l'Université de Franche-Comté. Ensuite, vous avez commis quelques années au sein du labo de l'horrible Lionel Ranjard à l'INRAE de Dijon. Et d'ailleurs, je rappelle que Lionel Ranjard, il détient le pompon, mesdames, messieurs, du nombre de gens qui nous regardent. Je n'ose pas dire le score, ça risquerait de vous terrifier, Battle Karimi, mais je suis sûr que vous allez tenir nos auditeurs et nos auditrices, nos téléspectatrices et nos téléspectateurs en haleine. Alors, quelques chiffres peut-être pour commencer, Battle. J'ai refait les comptes pendant que j'attendais le début de cette émission. On en est à 1236 méthaniseurs en France, dont 401 injectent directement dans le réseau leur gaz. Il n'était que 214 en 2020, ce qui veut dire que l'augmentation est de 87%. Toutefois, en termes de production, on en est à peu près à 7 TWh par an. Ça paraît formidable, mais 7 TWh par an, ça fait en gros, allez, entre 1700, selon ce qu'on calcule, entre 700 000 logements neufs, 2 millions, ou l'équivalent de 27 000 bus, si j'en crois les calculs qui ont été faits par GRDF. Je rappelle que 7 TWh, il faut en termes de production, la production française totale d'énergie est 2600 TWh. On n'est donc pas sur une part majoritaire, une part importante, même si dans les objectifs de la France et les objectifs de l'Europe, le gaz a vocation à représenter d'ici 2050 entre 35 et 50% du gaz total consommé en Europe. Est-ce que ça veut dire, cher Battle Karimi, qu'il faut, alors que déjà nous avons du mal avec les éoliennes que qu'une part importante des Français trouvent moche, est-ce qu'il va falloir considérer désormais les méthaniseurs comme beaux parce qu'il va falloir les multiplier partout en France? C'est une façon d'introduire le sujet, cher Battle. C'est un sujet polémique. Vous confirmez, de mon point de vue de journaliste, j'entends des conflits partout. Et chez vous, comment vous voyez les choses? Je confirme. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de m'inviter pour parler de méthanisation. Effectivement, c'est un sujet qui fait polémique. On a d'un côté ceux qui veulent produire de l'énergie, les agriculteurs aussi qui voient un intérêt. Un intérêt quoi? Financier? C'est une source de revenus supplémentaire? À la fois financier et aussi un potentiel pour la fertilisation de leur sol. Je pense qu'il y a quand même les deux aspects. Et du coup, qui est lié aussi au financier, puisque épandre des digestats qui vont fertiliser les sols leur permettra aussi de faire des économies sur d'autres fertilisants. Et de l'autre côté, on va dire, il y a la société, pour faire global. Il va y avoir les citoyens, les associations de citoyens, les élus aussi qui se posent des questions sur les répercussions environnementales des méthaniseurs, des digestats, ou un peu de toute la filière. Alors, on va voir, je me souviens d'un débat. J'avais animé auquel avait participé le vice-président de la région Grand Est, Philippe Mangin, qui est également agriculteur et président d'Invivo, et qui, lui, a tapé du poing sur la table. J'y reviendrai après. Pour lui, il y a un vrai souci avec la méthanisation. Vous faites partie de Novasol Expert. Quelques mots, c'est quoi? C'est un bureau d'études?
Oui, alors c'est un bureau d'études qui a été créé à l'initiative de l'INRAE qui fait office d'interface entre la recherche et la société, les utilisateurs et les professionnels qui travaillent avec le sol. Et l'objectif de ce bureau d'études est de transférer au terrain les outils et l'expertise qui a été développée à l'INRAE ces 15-20 dernières années pour rendre ces outils et cette expertise beaucoup plus opérationnels que ce qu'elles pourraient être en restant dans les laboratoires. Alors, quid de la méthanisation? Je ne sache pas qu'à l'INRAE, en tout cas à Dijon, soit beaucoup occupé de la méthanisation. Pourquoi vous en occupez-vous? Auriez-vous été sollicité? Vous êtes-vous autosaisi comme le Conseil constitutionnel le fait parfois? Alors, on a d'abord été sollicité et puis on s'est rendu compte de l'enjeu et du coup, on s'est saisi alors, au travers de cette synthèse bibliographique dont je vais vous parler plus tard en partie. Mais c'est vrai qu'on a été sollicité presque au tout début de la création du bureau d'études pour… alors, je ne vais pas donner de nom, mais par des grandes entreprises de l'énergie, on va dire. Donc, et de l'eau. Et de l'eau, qui sont à la manette d'une unité de méthanisation. Et on a été sollicité pour mener une étude d'impact sur la qualité microbiologique des sols. Dans un contexte donc, où l'unité de méthanisation a été construite et où les citoyens, les élus se sont posés des questions et ont un peu demandé cette étude d'impact avant l'ouverture de l'unité de méthanisation. Ah bon? Parce que les gens avaient fait un lien entre les sols et la méthanisation, c'est-à-dire entre ce que l'on va retirer des sols ou ce que l'on va leur ramener ensuite avec les digestats. Il y avait déjà cette connaissance. En tout cas, il y avait une méfiance par rapport à l'impact de ces digestats sur les sols. Déjà, mais d'où vient cette connaissance? Parce que finalement, c'est un sujet assez technique. Effectivement, alors d'où vient cette méfiance? Très honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'imaginaire, hein, parce qu'un des arguments principaux qui est avancé par les associations de citoyens que moi j'ai rencontrées, c'est beaucoup l'impact des digestats sur les vers de terre et où en fait les digestats tuent les vers de terre. Et en fait, ça pour l'instant, au niveau de la recherche, on n'a pas de démonstration très claire et très systématique que les digestats vont anéantir tous les vers de terre dans le sol. D'accord. Voilà. Est-ce que, pardonnez-moi, mais dans cette peur, est-ce qu'il y a aussi le souvenir de, je ne sais pas si nos téléspectateurs et téléspectatrices s'en souviennent, est-ce qu'il y a le souvenir des épandages de seaux, de caca et de pipi sur les terres agricoles il y a 50, 60 ans, d'épandages de bouts de stations d'épuration sur les terres agricoles à la même époque? On se souvient que ça avait créé quelques problèmes microbiologiques. Ça peut expliquer aussi cette peur, cette hantise face à la méthanisation? Alors, ça peut expliquer, hein, je ne sais pas si les citoyens en ont vraiment conscience et en ont vraiment mémoire de ces pratiques un peu qui ont eu lieu historiquement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tendance, et je pense que c'est l'humain, à mettre en place des pratiques, des agissements sans vraiment réfléchir à l'impact à moyen et long terme de ces pratiques. Et c'est vrai que l'épandage des bouts d'épuration, hein, qui continue même maintenant, finalement, on en a une connaissance assez tardive des impacts sur nos sols en termes de biodiversité des sols. Et alors, ça vaut pour les épandages de boue ou d'autres matières organiques, mais ça vaut pour toute pratique, j'ai envie de dire. C'est vrai que les digestats, c'est quelque chose qui est relativement récent, mais ce n'est pas la seule pratique qui commence un peu à diffuser, hein. On parle aussi de plus en plus d'agrivoltaïsme, par exemple. Et finalement, la question se pose aussi pour l'agrivoltaïsme. Quel impact pour la biodiversité de nos sols de cette nouvelle pratique? Oui, on ne va pas aller sur le débat de l'agrivoltaïsme, qui est un nouveau débat qui oppose des gens 13 sur 2. Voilà. Je suis en train de préparer un documentaire là-dessus, c'est très compliqué. Si vous voulez bien, Battle, on va revenir à l'origine, parce que finalement, la méthanisation, tout le monde pense savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est vraiment? On transforme l'intégralité d'un produit organique en méthane. C'est quoi? C'est juste de la fermentation, c'est ça? C'est juste. Le mot juste est peut-être un peu simple, mais c'est un processus de fermentation, effectivement. Donc, je vais peut-être partager un magnifique schéma que vous avez fait vous-même. Schéma que j'ai fait moi-même. C'est beau.
mais qui ressemblent à certains qui existent déjà. Alors, ça, c'était une carte de France pour montrer un peu la répartition des unités de méthanisation en France. On voit là, vous répondez à une question de Béatrice Thèves qui voulait savoir. Alors, 1018, ça a augmenté. Hein. Je vous dis, ça, a priori, c'est 1236. J'ai refait les calculs. Oui. Et donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même des unités de méthanisation dans la plupart des grandes régions de France, avec quand même le nord de la France qui est beaucoup plus dense que la moitié sud de la France. Et le Grand Est, hein, je me suis laissé dire. Oui, le Grand Est est… Oui, effectivement. Le courroux de son vice-président, j'y viendrai tout à l'heure. Alors ensuite… Et donc ensuite, donc ce petit schéma pour vous expliquer un peu la méthanisation. Donc en fait, on produit des déchets dans nos activités, hein, que ce soit les activités agricoles, que ce soit nos activités au niveau alimentaire, et aussi tout le secteur industriel. Et puis les villes produisent des déchets. On produit des biodéchets qu'on appelle, qui sont des déchets, comment dire, soit alimentaires, soit des déchets verts. Et en fait, tous ces coproduits de nos activités ont finalement, il faut en faire quelque chose. Hein. Et une des solutions qu'on a trouvées pour, pour contribuer, on va dire, à l'économie circulaire, donc au recyclage de ces produits, c'est de les accumuler dans un réacteur qu'on va appeler une unité de méthanisation. Et dans ce réacteur, on va avoir un processus qu'on appelle de digestion anaérobie. Alors, digestion sans oxygène, c'est ça? Voilà, ça veut dire qu'on va dégrader la matière qu'on amène sans oxygène. Alors, cette dégradation, en quoi elle consiste? Elle consiste à dégrader une matière organique qui est assez complexe, donc déjà assez grossière, voilà, assez complexe au début, en une matière organique qui va être finalement un peu plus simplifiée. Et puis, cette matière organique simplifiée, elle va continuer à se dégrader, donc toujours en absence d'oxygène, pour finalement produire du méthane, pour produire du CO2, pour produire aussi du dihydrogène. Et en matière solide, ce qui va nous rester, ce sont les digestats, qui sont finalement, on va dire, les résidus de ce processus de digestion anaérobie. Ce qui n'a pas été dégradé par les micro-organismes, mais du coup, il y a quoi dedans? Alors, dedans, on va y retrouver de l'azote sous forme minérale principalement, et on va y retrouver un petit peu de carbone qui va être sous une forme plutôt stabilisée, on va dire. En tout cas, beaucoup plus stabilisée qu'au début. Et donc, quand je dis stabilisé, ça veut dire que ça va ressembler un peu à de l'humus. Donc, ça va être dans un état de dégradation très avancé. Et finalement, quand on va amener cette matière au sol, il va y avoir un peu de dégradation encore, mais relativement peu au final. D'accord, mais ça ressemble à quoi physiquement? Si je l'ai dans la main, ça ressemble à quoi, ce digestat? Alors, en fonction de l'unité de méthanisation, on va avoir différentes formes de digestat. Soit on a un digestat qui ressemble finalement à un peu du compost, mais un peu plus dégradé. Ou alors, il va être plus liquide parce qu'on aura mis en entrée dans le digesteur des matières un peu plus liquides et du coup, on récupère un peu comme un lisier finalement à la fin. D'accord. Donc, c'est plutôt mou. C'est plutôt, en fait, on va dire, on a tout un gradient de mollitude. De mollitude. Voilà, c'est un nouveau mot. Après la bravitude de Ségolène Royal, la mollitude de Battle Caribbean. Allez-y, poursuivez. Voilà. Et donc, on a les digestats. Et en parallèle, donc, on a ce que je vous disais, donc, le méthane, le CO2, le dihydrogène, qui, eux, sont la base de ce qu'on va appeler les énergies renouvelables produites par l'unité de méthanisation. Et donc, derrière, il y a une valorisation soit sous forme de biométhane, donc vous en parliez en introduction, soit sous forme aussi d'électricité ou de chaleur. Donc, ça va dépendre du type d'unité de méthanisation et si elles sont raccordées au réseau de gaz naturel. Alors, ou bien on injecte directement, ou bien alors on brûle le gaz, et ou bien en plus de brûler le gaz, on fait tourner une turbine qui fabrique de l'électricité, c'est ça? Exactement. D'accord. Mais dites-moi, quand on fait dans le processus, il doit y avoir plein de flottes, il n'y a pas que du gaz, de l'hydrogène et du CO2, non? Alors, plein de flottes, ça dépend parce que si l'unité de méthanisation fonctionne sur un système sec et que les matières en entrée ne sont pas très humides, en fait, on peut se retrouver avec quelque chose de relativement sec en fin. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce que vous conseillez? Vous plutôt du sec, plutôt de l'humide? En termes de rendement énergétique ou de qualité du digestat, j'en sais rien.
Alors, je peux parler que sur la qualité du digestat et encore que je ne vais rien conseiller parce que la qualité du digestat, comment dire, l'impact du digestat par rapport à sa qualité sur le sol est très variable en fonction du type de sol. Ok. Est-ce que vous avez encore des choses à nous montrer? Alors, sur le principe de la méthanisation et des digestats, non, mis à part que finalement, sur l'impact des digestats, on connaît assez bien l'effet fertilisant des digestats, mais pour l'instant, il n'y a rien de très clair, ni sur l'effet, sur l'impact sur la biodiversité du sol, ni sur notre capacité à stocker du carbone dans les sols grâce aux digestats. Alors, revenez vers nous pour nous dire tout ça. Voilà, abandonnez le partage d'écran que l'on vous voit. Oui. Voilà, donc, alors, comment on étudie l'impact? Est-ce qu'il y a une méthode? Comment on étudie l'impact du retour des digestats, de l'impact des digestats, pardon, sur le sol? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Est-ce que c'est la même chose que quand on étudiait l'impact des bouts de stations d'épuration ou autres? Est-ce que tout ça est... Non, en fait, vous nous dites que finalement, il y a peu de résultats, c'est ça? Il n'y a pas tant de résultats que ce qu'on peut, on peut le penser. Il faut pardonnez-moi de vous couper, parce qu'on a peu étudié ça ou parce qu'on n'a pas de méthodologie? Ou les deux? Je pense parce qu'on a peu étudié ça et du coup, ça n'a pas permis d'affiner les méthodologies. Ce qu'il faut savoir, c'est que la méthanisation en Europe, ça fait quand même plus de 20 ans que c'est en cours et c'est en expansion, et beaucoup en Allemagne, entre autres, et que malgré ça, on a très peu de résultats de recherche sur l'impact des digestats sur les sols. On a à peu près une 60aine d'articles qui relatent des résultats. C'est tout? Oui, très peu venant d'Allemagne, très peu venant de France, malheureusement. Attendez, parce que l'Allemagne a été leader, l'Allemagne a créé des méthaniseurs alimentés par des porcheries qui n'existaient que pour ça. On les a accusés d'avoir des cultures dédiées au maïs. Et comme par hasard, ils n'ont pas étudié l'impact des digestats sur les sols. Il s'avère que les chercheurs allemands ne se sont pas emparés de cette question-là. Bon. À qui profite le crime? Bon, il n'y a que 60 publics. D'accord. Alors, il n'y a que 60 publics. Du coup, est-ce que statistiquement, c'est suffisant pour établir les résultats dont vous allez nous faire part? Est-ce que ça vaut quelque chose avec si peu de publications? Alors, ça donne des premières réponses, on va dire. Mais un des premiers résultats, c'est que ça a permis de mettre en évidence les lacunes, là où on n'a pas de réponse, pour justement avancer mieux et plus efficacement dans la recherche et aller répondre aux questions pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas de réponse, ou en tout cas, on a des réponses un peu, fragiles. Donc, on a besoin d'un peu plus de données pour y répondre. Allez-y. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces articles, finalement, traitent essentiellement de la partie micro-organismes du sol. On a très, très peu d'informations sur les vers de terre, alors que c'est souvent les vers de terre qui sont mis en avant comme argument d'un impact négatif des digestats. Donc, on a moins d'une dizaine d'articles sur les vers de terre, donc c'est totalement insuffisant pour pouvoir en tirer des grandes tendances. Je ne vous parle même pas des nématodes, où c'est un vide intersidéral. Et donc, sur les micro-organismes, derrière, vous parlez de méthodologie. Effectivement, la méthodologie est assez importante parce que la première question qui se pose pour mettre en place une méthodologie, c'est à quoi est-ce qu'on compare le digestat? Eh bien oui. Quand on veut étudier son effet. Mais est-ce qu'on compare le digestat, par exemple, aux plantes dont le digestat est issu après la méthanisation? Alors, malheureusement, pour l'instant, pas vraiment. On n'a pas vraiment de résultats là-dessus. Par contre, finalement, à quoi on le compare, ça va dépendre un peu de qui on est. C'est ça qui est assez marrant. C'est que généralement, les chercheurs on va dire les premiers chercheurs qui sont intéressés à ça, c'était des chercheurs un peu en écotoxicologie. Et du coup, ils ont regardé l'impact du digestat comparé à un contrôle sans apport, finalement. Donc, je peux remettre le partage d'écran? J'ai l'autorisation? Je vous autorise. Merci. Hop. Mesdames, Messieurs, vous êtes 158. C'est un très joli score, Battle Caridi. Pour l'instant, la méthanisation passionne. Continuez. Merci. Donc, du coup, dans un premier temps, quand on va comparer le digestat à un contrôle sans apport, donc, je vous présente les résultats très synthétisés. C'est-à-dire que je suis allée compter le nombre de résultats où le digestat avait un effet supérieur, un effet inférieur
enfin un effet inférieur, un effet supérieur ou un effet délétère à une absence d'apport. Sur la vie microbienne, hein, c'est ça? Sur la vie microbienne du sol, exactement. Que ce soit sur l'activité microbienne, sur l'abondance microbienne ou sur la diversité microbienne. Tous les résultats sont pris en compte. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que comparé à une absence d'apport, on a tout d'abord 43% des résultats où on montre qu'il n'y a pas d'effet. Donc, qu'on apporte du digestat ou pas, finalement, on n'altère pas la vie microbienne, on ne la stimule pas non plus. On a 41% des résultats où on va la stimuler. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, en parallèle, on a quand même 7% des résultats où on a des effets délétères. Donc, c'est un peu comme un effet écotoxicologique, si on veut faire le pendant avec des polluants. Donc, on voit qu'en grande majorité, on a un effet neutre ou positif, mais on a quand même quelques cas. Alors, ces quelques cas, à quoi est-ce qu'ils correspondent? Ça va être des digestats bien spécifiques, sur des sols bien spécifiques. On ne peut pas tirer une grande tendance pour dire ces résultats négatifs, ils ont été toujours sur le même type de sol ou toujours le même type de digestat. Ça, on n'est pas capable de le faire pour l'instant parce qu'il y a une forte interaction entre la qualité du digestat qu'on apporte et la qualité du sol qu'on étudie. Donc ça, c'est si on se positionne un peu dans un rôle de chercheur en écotoxicologie, on veut mesurer l'effet absolu, on va dire, du digestat. Après, si on se met dans une autre position, plutôt dans une position d'agriculteur, on va chercher à savoir si je remplace ma fertilisation minérale par le digestat, est-ce que c'est intéressant ou pas pour la vie de mon sol? Et donc, c'est ce que j'ai fait là. Donc, en fait, quand on compare à une fertilisation minérale de synthèse, on voit qu'on a 65% des résultats qui sont neutres, pas de différence. Finalement, c'est kiff-kiff, une fertile minérale ou le digestat. On a quand même un cas sur 4 où on stimule un peu plus quand même que la fertilisation minérale, mais globalement, un digestat est assez proche d'une fertile minérale. Et le dernier cas, c'est un agriculteur qui va apporter ses fumiers, par exemple, ou ses lisiers sur son sol, historiquement, et qui se dit, tiens, est-ce que je ne me lancerai pas dans la méthanisation? Et du coup, je remplacerai l'épandage de mes fumiers ou de mes lisiers par mes digestats. Et là, dans ce cas-là, ce qu'on observe, c'est que dans à peu près la moitié des cas, il n'y a pas vraiment de différence entre on va dire les matières organiques classiques qu'on épand et les digestats. On a quand même un quart des cas où on va plus stimuler avec les digestats qu'avec les autres fertilisations organiques, mais il y a 17% des résultats, donc ça fait à peu près un résultat sur 6, où les digestats sont quand même moins stimulants pour la vie du sol que d'autres fertilisations organiques. Donc, on voit que finalement, en fonction de la position dans laquelle on se met, le résultat n'est pas exactement le même si globalement, on a un effet neutre ou positif. Mais si on veut vraiment stimuler la vie de son sol et qu'on épand déjà des fumiers, il faut quand même se poser la question si le digestat est vraiment intéressant vis-à-vis du fumier que je suis déjà en train d'épandre. Ça n'a pas l'air. Hein. Ça dépend. Enfin, l'effet, en tout cas, n'est pas majeur. L'effet positif n'est pas majoritaire. Par contre, il y a effectivement 17% de cas, corrigez-moi si je me trompe, où ça ne va pas du tout par rapport à la fertilisation organique. C'est ça. Donc, il faut vraiment se poser la question. Alors, il n'y a pas que la vie du sol qui rentre en compte dans les décisions pour passer par une unité de méthanisation et épandre des digestats. Mais en tout cas, dans certains cas, on peut avoir un effet qui est quand même moins favorable par rapport à la vie microbienne de son sol. Et si, depuis un certain nombre d'années, on épand des fumiers, on épand des composts qui ont stimulé la vie du sol, on peut prendre un risque pour altérer un peu cet effet bénéfique qu'on a fait l'effort d'encourager pendant quelques années. D'accord. Et puis, si on utilise des engrais minéraux, il n'y a aucun intérêt finalement, enfin, il y a peu d'intérêt à épandre du digestat. Là où il y a une comparaison possible, c'est avec les fertilisants organiques. C'est là où c'est le plus pertinent. C'est là où les résultats sont les plus, effectivement, les plus robustes peut-être, avec ces 17% de cas négatifs. C'est ça, effectivement. Bien, revenez vers nous. Oui, allez-y. Après, effectivement, c'est un point de vue uniquement microbiologie du sol. Donc, après, remplacer une fertilisation minérale par un digestat, il y a d'autres avantages par ailleurs. On parlait tout à l'heure du côté financier. Alors, effectivement, ça peut être une économie finalement
de réutiliser des digestats plutôt que de réinvestir dans une fertilisation minérale, sachant que finalement l'impact sur la vie microbienne du sol est à peu près identique. Mais encore une fois, revenez vers nous, plein écran, Battle Karimi. Les résultats sont partiels. Hein? Effectivement. Effectivement, ici, on est quand même sur... donc là, je vous ai tiré les grandes tendances qui sont, on va dire, les plus intéressantes. On voit un impact du digestat. Après, il y a plein de nuances à avoir dans cet impact du digestat. Et ces nuances-là, par exemple, sur la forme du digestat. Est-ce qu'on est sur une forme liquide ou solide? Ou est-ce qu'un digestat plutôt végétal ou plutôt animal est intéressant? Ou encore une fois, l'effet dose, ce sont des questions auxquelles on a des réponses, que des débuts de réponse, on va dire. D'accord. Alors pourquoi, j'en reviens à ces 17% qui me chagrinent, là, a priori, c'est la même matière organique, et pourtant, dans 17% des cas, l'effet est délétère, hein, je vous cite. Comment on peut l'expliquer ça? Les molécules sont les mêmes, a priori, on a de l'azote, bon, c'est bien pour les plantes. Alors comment ça peut s'avérer délétère par rapport à une matière organique traditionnelle, compost, fumier, lisier? Alors, tout simplement parce que quand on va avoir ce processus de digestion anaérobie dans le méthaniseur, le carbone, la matière organique, va être consommée. Elle va être consommée pour produire du biogaz. D'accord. Et finalement, ce qui nourrit les micro-organismes du sol, c'est bien le carbone qu'on trouve dans la matière organique. Donc, si le carbone disparaît de cette matière, elle va moins nourrir les micro-organismes du sol. Donc, du coup, on perd un peu l'avantage qu'on tirait des amendements organiques, des matières organiques qu'on épandait sous forme de fumier, de compost, de lisier. D'accord. Voilà. Et un autre point, c'est que le carbone qui va rester dans cette matière, dans ce digestat, ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être une forme qui est beaucoup plus stabilisée, beaucoup moins facilement dégradable par les micro-organismes du sol. D'accord. On ne les aide pas. Mais si on est sur un sol où il y a peu de vie, peu de micro-organismes, a priori, ce serait plutôt bénéfique. Enfin, je fais un raisonnement à l'envers. Enfin, on verrait moins ces effets négatifs. Oh, pas nécessairement, pas nécessairement, puisque si on n'a pas le pool microbien dans le sol pour dégrader le peu de matière qu'on lui apporte, finalement, on n'aura pas un effet moins négatif. D'accord. Bon, mon hypothèse était complètement stupide. Est-ce que vous demande Daniel Châtaignier, est-ce qu'on a fait une comparaison entre fertilisation par digestat et par compost? Alors, il y a quelques résultats, il y a quelques études qui le font. Il n'y a pas de grande tendance, parce qu'encore une fois, ça va dépendre un peu de la matière initiale, de la matière brute qu'on met dans les digestats ou en compost. Il y a quelques études qui montrent que les digestats stimulent un tout petit peu plus et quelques études qui montrent que le digestat stimule un petit peu moins. D'accord, ça n'a pas Il n'y a pas de grande tendance dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Est-ce que tout de même, vous demande Thierry Ameslan, il y a une augmentation, enfin les digestats entraînent une augmentation du taux de matière organique des sols, a priori, nonobstant leur impact positif, négatif, plus ou moins, sur la vie microbienne? Alors, du coup, c'est un peu une des grosses questions que je soulevais dans mon schéma tout à l'heure. C'est une question que beaucoup de gens se posent, pareil que pour la biodiversité. Et moi, de ce que j'en ai vu dans les études, alors je n'ai pas une vision exhaustive parce qu'il y a énormément d'articles qui traitent du lien entre digestat et carbone, mais elles ne traitent pas toutes de ce stock de carbone. Il y a tout le cycle de vie aussi de la méthanisation qui est pris en compte. Il n'y a rien de très clair. Il n'y a rien de très clair. En fait, c'est très difficile de généraliser au niveau de la méthanisation, puisque il n'y a pas deux unités de méthanisation qui se ressemblent, de par la matière organique disponible pour l'alimenter et de par le processus de dégradation de la matière qui est mis en place dans le méthaniseur. Donc, et pour l'instant, il manque un peu une synthèse comme ce que j'ai fait sur la biodiversité, sur le carbone, pour pouvoir répondre à cette question-là. Est-ce que finalement, on arrive à stocker du carbone avec les digestats? C'est un peu la question, je pense, que tout le monde se pose. Mais pour l'instant, pas de réponse vraiment très claire là-dessus. Est-ce qu'on pourra en avoir une un jour? Parce qu'il y a parmi les matières que l'on injecte dans les méthaniseurs, il y a plein d'origines et de formes différentes. Derrière, on aura des digestats qui ont plein de formes différentes, qu'on va étendre sur des sols différents, qui portent des cultures différentes. Est-ce qu'il est même
simplement scientifiquement établi d'établir une méthodologie? Est-ce qu'elle est seulement possible avec toute cette diversité et toute cette multiplicité de comparaisons possibles? Alors, je pense que ça serait possible par une accumulation de données quasi systématique, finalement, de la qualité des digestats, donc ce qu'on y met dedans, de leur qualité en sortie avant épandage au sol et de la quantité de carbone qu'il y a dans le sol. Mais c'est une accumulation de données encore, donc ça veut dire des mesures. D'accord, des mesures qu'on ne fait pas, hein, j'ai bien compris. Des mesures qu'on ne fait pas. En fait, il faudrait que les méthaniseurs, enfin que les propriétaires de méthaniseurs soient obligés de faire ce genre de mesures, par exemple. Alors, les propriétaires de méthaniseurs, oui, ou alors les agriculteurs qui, eux, épandent des digestats et qui pourraient être intéressés par avoir un suivi, justement, dans le temps de l'impact de ces digestats, à la fois en termes de carbone, mais aussi d'impact sur la biodiversité du sol, puisque les résultats que je vous ai montrés, ils ont un petit défaut. Ils ont deux petits défauts. Le premier, c'est qu'il y a très peu d'études qui ont été menées au champ. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations en laboratoire. Donc, c'est un premier biais. Ah oui, c'est un gros biais quand même. Voilà, donc c'est un premier biais qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'on est hors conditions pédoclimatiques naturelles. On sort un sol de son état, du climat dans lequel il est. Donc ça, c'est le premier biais. Et le deuxième biais, c'est que c'est des études qui ont été faites à court terme. Donc, c'est-à-dire que c'est des mesures qu'on a faites au mieux à 6 mois. Et donc, on a peu de recul à long terme. Si on a fait des mesures à 6 mois, ça veut aussi dire qu'on a fait des mesures après un seul épandage. Or, un agriculteur qui va se lancer dans la méthanisation et dans l'épandage de digestats, je me dis bien qu'il va faire ça tous les ans sur un certain nombre d'années. Et en fait, pour l'instant, on n'a absolument pas de recul dessus. Donc, finalement, ça serait peut-être plutôt à l'agriculteur de se poser la question et d'avoir un petit suivi, pas forcément tous les ans, mais régulièrement de la trajectoire que prend son sol en termes de carbone, en termes de biodiversité du sol, pour s'assurer que le sol ne prend pas une mauvaise trajectoire. D'accord, mais des agriculteurs, vous en connaissez, qui utilisent peut-être ces digestats. Qu'est-ce qu'ils vous disent intuitivement, au doigt mouillé? Alors, j'ai affaire aux deux extrêmes. Il y en a qui commencent à s'inquiéter, et puis il y en a qui sont assez confiants et qui, je pense, qu'ils font leur prière tous les matins en se disant ça, il n'y a pas de souci. Et donc, il y a un peu les deux extrêmes. Il y a vraiment ceux qui se posent des questions, et puis il y a ceux qui, en fait, ont investi dedans, dans le projet de l'unité de méthanisation, et qui ne se posent pas la question, finalement, de l'impact sur le sol. Il y a beaucoup de questions. On en est à 35. C'est beaucoup. C'est un joli record. Donc, le sujet manifestement intéresse. Il y a une question. J'ai perdu le nom et je m'en excuse de la personne qui l'a écrite, mais qui rejoint un élément que vous avez cité 3 fois, c'est la question de la dose. Oui. Est-ce que cet effet, je prends le verre à moitié vide, est-ce que cet effet délétère sur la vie microbienne, est-ce qu'il peut être atténué par une moindre dose ou par une moindre fréquence d'épanchement, c'est pas épanchement, je trouve pas le terme, de pulvérisation, j'en sais rien, enfin, vous débrouillez, d'épandage du digestat. Est-ce que ça, vous l'avez analysé, l'effet dose? Alors, l'effet dose, effectivement, on l'a analysé puisque c'est quand même un point très important quand on épand justement quelque chose sur les sols. Alors, l'effet dose, ce qu'on a pu voir, c'est que quand il y avait au moins 3 doses testées dans les études, il y avait souvent un effet optimum. C'est-à-dire qu'on met une première dose, on met une deuxième dose, là, on atteint un optimum et dès qu'on passe à la 3e dose, finalement, on perd l'effet positif qu'on avait réussi à avoir avec la deuxième dose, l'effet vraiment intéressant avec la deuxième dose. Donc, sur l'effet dose, effectivement, on a vu quelque chose d'important. Et comme on le sait, hein, pour tout produit, c'est la dose qui fait le poison. Et là, ça se confirme pour les digestats. Et donc, si on veut lier à la question de la fréquence, finalement, ce que je vous disais, on n'a pas vraiment l'information puisqu'on n'a que des études à court terme. Par contre, cette question de la dose nous met bien en avant que la question de la fréquence est importante pour des épandages qui vont perdurer dans le temps. D'accord, c'était une question de Joseph Baumann, je crois, oui. Je vous la lis, peut-on apporter du digestat tous les ans ou faut-il faire une pause comme autrefois il y avait, on en revient à autrefois, une période friche dans l'assolement? Eh bien, je n'ai pas de réponse très claire à vous apporter dessus. Encore une fois, dû au manque d'études sur des apports à plus long terme.
Et pour vous donner une idée, les études les plus longues qui ont été menées, c'est-à-dire le long terme dont parlent les articles scientifiques, c'est 2 ans. Donc, ce n'est quand même pas un long terme énorme. D'accord. Question de Sandrine Dauphin. On parlait du carbone. Voilà, la forme de carbone dans le digestat n'est pas favorable au métabolisme des micro-organismes. Elle vous dit, l'effet positif est-il lié au niveau de carbone dans le sol initial? S'il y a déjà beaucoup de carbone, quel est cet effet? Et est-ce qu'il y a un gradient? S'il y a beaucoup de matière organique, est-ce que ça compense en partie cet effet possiblement délétère des digestats? Alors, totalement, hein, quand on regarde l'effet d'une pratique, en fait, il n'y a pas que cette pratique qui va jouer sur la vie microbienne du sol, hein, il y a d'autres paramètres. Et la qualité du sol en elle-même peut expliquer que dans la moitié des cas, on ne voit pas d'effet négatif, bien entendu. Mais c'est aussi expliqué par le fait que certains digestats, tout simplement, sont de qualité différente. Il y a peut-être un petit peu plus de carbone dans certains digestats que dans d'autres. Enfin, voilà. Encore une fois, la qualité du digestat fait beaucoup dans l'impact observé. D'accord, il y a beaucoup de questions. On en est à 45. Les gens n'ont pas l'air très rassurés, en fait. Alors, je ne sais plus qui l'a écrit. Oui, Jean-Pierre Lolland vous dit, alors que la méthanisation est pratiquée depuis des années, surtout en Allemagne, on est sûr de rien. Est-ce qu'on ne joue pas à l'apprenti sorcier? Bon, la réponse est un peu dans sa question. Oui, on a déjà joué, hein, effectivement, depuis que les unités de méthanisation sont en place. Hein, on a joué aux apprentis sorciers. Peut-être que maintenant, d'avoir conscience qu'il faut faire des mesures, il faut avoir des suivis. Peut-être que l'apprenti sorcier va y aller avec son ouvrage et essaiera de faire les choses un peu mieux que depuis 20 ans. L'avantage, c'est que maintenant, on tire un peu pas la sonnette d'alarme, mais c'est des résultats qui permettent, en tout cas, d'alerter et de dire épandre, pourquoi pas, mais faire un suivi. Faire un suivi. Pascal Favreau vous demande sous quelle forme se trouve l'azote concentré dans le digestat, dans les digestats. C'est de l'azote minéral, essentiellement, donc azote ammoniacal, donc qui rend du coup les digestats très riches l'azote minéral présent dans les digestats assez volatile. Donc il y a plein de précautions à prendre au moment de l'épandage que les agriculteurs normalement connaissent assez bien. D'accord. Il y a Joël Gernet qui va dans votre sens, pardon, cher Battle. J'ai entendu parler d'études de terrain canadiennes qui montreraient sur une longue durée de 15 à 20 ans une accumulation de carbone très stable, inexploitable par les micro-organismes. Il vous demande si vous avez lu des études qui se rapprochent de celles-ci. Non. Bon, non. Voilà. Après, je n'ai pas tout lu sur le carbone, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas encore lu. Mais c'est intéressant, oui. Alors pour en revenir à ces entreprises qui vous avaient sollicité au départ, comment elles réagissent, elles, face à ces résultats qui ne sont pas encourageants? Elles se disent, bon, on va y aller doucement, on marche sur des œufs, sinon on va encore nous engueuler qu'on est des pollueurs et des destructeurs des paysages, ou au contraire, ben non, on y va parce que c'est la mode. Elles le prennent, on y va et OK, on va faire des études d'impact. En fait, elles n'ont pas le choix parce qu'elles sont déjà lancées finalement dans la méthanisation. Donc, les études d'impact et le suivi, il y a quand même, on va dire, si on prend la comparaison à d'autres fertilisants organiques, il y a quand même, si je compte bien, quasiment 75% des résultats qui ne montrent pas d'effet ou un effet positif. Donc, ça veut dire qu'elles ont 3 chances sur 4 d'être situées dans cette partie des résultats et pas dans les 17%. On prend le verre à moitié plein, évidemment, pour pouvoir continuer. Oui. Il y a plein de questions, mais il y en a une moi, qui me turlupine. Enfin, il y en a deux. Je vais résumer à l'extrême, j'ai caricaturé. La forme de carbone fait que les micro-organismes ont du mal. Est-ce qu'à force de mettre des digestats sur certains sols, on peut… Le terme n'est pas bon, vous allez hurler, étouffer un sol. Le stériliser ou en tout cas le rendre amorphe. Alors oui, si finalement on épand tous les ans le même digestat qui est d'une qualité pas très intéressante pour la vie du sol.
Et à force dépendre, et on rejoint ce dont on parlait un peu plus tôt, les bouts d'épuration, en fait, qui ne sont pas forcément très favorables, pas toutes, en tout cas très favorables à la vie du sol. Et ben, à force d'en avoir épandu dans certaines régions de France, on a un peu mis en veille la vie du sol. On va ça, parler par de mise exemple en veille plutôt que d'étouffement, mais alors en fait, il y a plusieurs régions en France, mais par exemple, en Champagne, il y a quelques décennies, pas encore très loin, on épandait les boues d'épuration de la région parisienne dans les vignobles champenois. Et en plus de ça, on jouait pas mal avec le BRF et le BRF de résineux. Donc le BRF, c'est le bois raméal fragmenté, pardonnez-moi. Voilà, qui sont des copeaux de bois, donc de résineux, qui étaient épandus. Et en fait, le combo entre les boues d'épuration et le BRF de résineux a fait qu'on a des sols à l'heure actuelle qui sont très riches en matière organique, certes, mais une matière organique très stabilisée, donc très peu dégradable et accessible aux micro-organismes. Et donc, ça pose des problèmes de fonctionnement du sol, mais aussi du fonctionnement de la vigne par derrière. D'accord. Est-ce que c'est une question de... Oh là là, j'en ai trop, là, j'arrive plus à lire, puis ça m'oblige à vous donner mon profil alors que je veux que vous me regardiez dans les yeux. Est-ce que les digestats modifient le pH du sol? Ça peut. En fait, les pH de digestats sont très variables. Ça va de digestats qui peuvent être assez acides avec des pH de 5, 5,5. Et on peut avoir des pH assez alcalins qui montent jusqu'à 8. Après, encore une fois, ça va être la dose qui fait le poison. Qui fait le poison. Et au niveau du pH, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si on met des doses de digestat trop importantes, ça peut modifier le pH du sol, effectivement. D'accord. Il y a mon copain Michel Dubromel, ex-président de France Nature Environnement, qui vous demande si on a étudié l'impact des digestats sur la qualité de l'eau des rivières avoisinantes. Et il y a une question qui a été posée au départ, je ne me souviens plus du nom de la personne, qui vous disait, oui, d'accord, la peur, elle n'est pas sur les vers de terre, elle est sur la contamination des nappes phréatiques. Donc, nappes phréatiques et rivières, est-ce que certains digestats peuvent finir dedans? Alors, pas les digestats en eux-mêmes, mais effectivement des lixivias finalement qui pourraient finir dans les eaux. Éventuellement. Les lixivias, définissez-les, c'est ce qui est entraîné par les eaux d'infiltration, c'est ça? C'est ça, exactement. Et en fait, qui n'est pas, qui est pas consommé assez rapidement par la plante, par les micro-organismes du sol, et du coup qui va s'écouler dans les eaux. Non, j'ai pas, à ma connaissance, je n'ai pas de résultats en tête sur l'impact sur ni les nappes, ni sur les cours d'eau avoisinants. C'est le même problème pour les centres, pour les déchetteries contrôlées où les géomembranes finissent par percer. Le lixivia, on se demande où il va. Une autre question de René Louaille, très intéressant, René Louaille. Beaucoup de méthaniseurs sont approvisionnés par des produits issus d'élevage, mais également à partir des déchets d'agroalimentaire. Ces mélanges complexes sont-ils soumis à des contrôles sanitaires en amont? Y a-t-il des risques en termes de contamination des sols microbiennes, je suppose, de l'eau et de l'air? Alors, effectivement, tout ce qui est biodéchets, donc qui n'est pas d'origine agricole, peut alimenter les unités de méthanisation. Et par contre, il faut savoir que ces biodéchets, normalement, subissent une hygiénisation systématique. Et cette hygiénisation, en fait, c'est on chauffe finalement la matière. Et ce qu'on obtient après, c'est on chauffe à température assez élevée, justement, pour tuer tout ce qui peut être microbien, pathogène, etc. Et on obtient à la fin une soupe qui va alimenter le méthaniseur. Et oui, normalement, c'est vraiment soumis à contrôle. Tout ce qui est déchets alimentaires et biodéchets d'origine urbaine ou industrielle est soumis à contrôle normal. Mais petite question, je me fais l'avocat du diable finalement. Ces digestats, vu leur volume, est-ce que ça concerne beaucoup de terre? Est-ce que vraiment, si tant est qu'ils aient un aspect négatif, est-ce que c'est vraiment si grave que ça, compte tenu des surfaces sur lesquelles on va les étendre? Alors, vous parliez tout à l'heure de quantité d'énergie produite. Je pense qu'au final, en termes de volume de digestats produits, on est sur des volumes assez conséquents. Oui. Parce que même si on réduit le volume entre le fumier qu'on met dans le digestat, dans le méthaniseur et ce qu'on en sort,
ce qu'on en sort représente des volumes assez importants. Et généralement, un méthaniseur alimente un certain nombre de parcelles et d'exploitations agricoles. Donc, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais ça peut et ça va, je pense, avec le développement des unités de méthanisation, concerner quand même pas mal de sols agricoles. En tout cas, nous, on en entend de plus en plus parler et on vient nous chercher de plus en plus pour faire des analyses de sols qui sont épandus avec des digestats. Je fais le lien avec le débat précédent sur les sols pollués, la phytoréhabilitation, remédiation des plantes qui aiment beaucoup les métaux lourds. Si on les met dans un méthaniseur, les métaux lourds vont se retrouver dans le digestat et ensuite les digestats, finalement, n'aura rien gagné. On y fait attention à ça. Les digestats sont mesurés d'un point de vue éco-toxicologique. Alors, effectivement, tout métal qui est en amont se retrouve à la sortie parce que les métaux ne sont pas dégradés par les micro-organismes qui sont dans l'unité de méthanisation. Alors, les digestats, même jusque maintenant, sont considérés comme des déchets. Donc, on ne peut pas les épandre. Alors, pourquoi on discute depuis tout à l'heure de leur effet toxique si on ne peut pas les épandre? On peut les épandre, mais pas librement, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à plan d'épandage. Comme ils sont soumis à plan d'épandage, ils sont soumis à analyse à la fois en termes de métaux, de pathogènes, et puis d'azote, du coup, par rapport au plan d'épandage. Alors, ils sont soumis à analyse, mais derrière, finalement, la réglementation, elle autorise quand même des seuils de métaux qui sont des concentrations en métaux qui sont assez importants dans les digestats, qui sont bien supérieurs aux restrictions qu'on peut observer, par exemple, pour le cuivre en viticulture sur les fongicides cupriques. D'accord. Enfin, il doit quand même y avoir un souci parce que je vous parlais tout à l'heure de Philippe Mangin, le vice-président de la région Grand Est, pourtant concerné, c'est le président d'Invivo, une énorme coopérative qui représente super coopérative qui représente 192 autres, lui-même agriculteur. Lui, il dit certaines unités de méthanisation sont entrées en concurrence avec le secteur de l'élevage, captant des ressources alimentaires au détriment des éleveurs. Il a fallu siffler la fin de la récréation. Il a fait voter une charte pour laquelle agriculteurs et industriels s'engagent, par exemple, à ce que l'approvisionnement se fasse dans un rayon de 15 km afin d'éviter les nuisances logistiques. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, afin que les fermes connectés à un méthaniseur soient multiples de façon à ce qu'un agriculteur ou un trop faible nombre d'agriculteurs soit tenté d'y destiner beaucoup trop de déchets et qu'ils épandent beaucoup trop de digestats, ce qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses. C'est quand même intéressant. On est au début de quelque chose. La région Grand Est a beaucoup investi, aidé à l'installation de méthaniseurs. Et là, manifestement, ils sont en train de revenir un peu en arrière en se disant on est peut-être allé un peu loin. Ça vous inspire quoi, ça ? Ça m'inspire, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que quand on se lance dans quelque chose, l'humain a tendance à pousser dans les extrêmes cette nouveauté. Et donc, ça ne m'étonne pas trop qu'on revienne un peu en arrière parce qu'effectivement, la méthanisation, mais comme n'importe quelle autre pratique, demande un peu de mesure et surtout de prendre en compte un peu tous les arguments sur les différents aspects économiques, agronomiques, écologiques. Et du coup, c'est peut-être un bien, effectivement. Donc, ça prouve quand même qu'on est capable de réagir et que des élus de la République sont capables de mettre tout le monde autour d'une table, Et pourtant, la méthanisation jouit d'une image fabuleuse, notamment dans les milieux écolos. GIS, notamment chez France Nature Environnement, qui promeut la méthanisation avec des bémols, mais quand même. Solagro le fait, Negawatt le fait, c'est un peu la même chose d'ailleurs. Et globalement, l'image est positive. On a l'impression qu'on masque les effets négatifs dont on vient de parler depuis tout à l'heure. Comment vous expliquez ça ? Vous avez dit il y a 60 publications. Donc, comment on peut dire que la méthanisation, c'est tout beau ? Mais en fait, ces résultats-là n'étaient pas masqués parce qu'ils n'étaient pas connus, en fait. Donc, ces personnes, ces structures, ces instituts, en fait, argumentent avec les informations qu'ils avaient à disposition. Donc maintenant, les résultats que je vous ai présentés sont un trait en plus dans la liste des pour ou des contre. Et donc, il va falloir aussi avancer sur cette question de l'impact des digestats sur la biodiversité des sols et essayer de faire au mieux, puisque en fait, maintenant, la France est engagée en fait, dans la méthanisation. Donc, il va falloir
trouver une façon de contrôler l'impact des digestats sur la qualité des sols et de faire au mieux, tout en continuant cette filière, parce qu'effectivement, elle présente des points intéressants sur différents aspects. Mais maintenant, il faut trouver des compromis. D'accord. Oui, il faut trouver des compromis, effectivement. Il ne faut pas imaginer que, voilà, on a trouvé le Saint Graal. On aime bien trouver les Saints Graal en France, hein, le nucléaire, les éoliennes, la méthanisation. Il y a aussi le bois énergie. Voilà. Anne-Sophie Boisgalet fait une remarque. Je vous la lis. Battle. Il n'y a pas que les digestats qui posent question. Voilà. On épuise les sols en leur faisant produire des cultures principales et des cives ou des sipans. CIV et SIPAN, vous pouvez me les définir, ces acronymes? Alors, CIV, c'est culture intermédiaire à vocation énergétique. Voilà. Et SIPAN, c'est culture intermédiaire piège à nitrate. Voilà, des légumineuses, par exemple. C'est ça, exactement. Alors, donc, tout en diminuant les retours de matière organique sur les sols, les fumiers vont dans le méthaniseur. Du point de vue du cycle du carbone, on s'achemine, je vais mettre un conditionnel, on s'acheminerait vers une diminution de la matière organique des sols, ce qui est dommageable pour tout le monde. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas que les méthaniseurs, c'est cette façon de produire voilà, les cives, les sipans. C'est un problème plus vaste que ça. On va dire que oui, c'est tout le problème. La question se pose sur toute la chaîne, depuis la production des matières premières qui vont alimenter les méthaniseurs, jusque l'impact des digestats finalement. Et pour l'instant, finalement, effectivement, l'impact de ces cives, de ces sipans, de ces cultures-là un peu particulières sur les sols, alors on sait qu'elles sont bénéfiques. Après, est-ce que les cultiver de façon plus intensive parce qu'on veut les utiliser dans les méthaniseurs, c'est une autre question. Mais ces cultures, pour autant, elles peuvent aussi être bénéfiques d'un point de vue environnemental et d'un point de vue des sols, parce que si les cives sont cultivées à des périodes où les sols étaient nus au préalable, finalement, c'est intéressant. Ça veut dire que pendant cette période de l'année, les sols ne seront plus nus, qu'on va avoir des cultures qui vont nourrir les sols de par l'activité racinaire aussi. Donc, il peut y avoir des choses intéressantes. Tout n'est pas à jeter, encore une fois. Par contre, il faut pousser un peu les expérimentations et s'assurer que ce qu'on va faire, on ne va pas dans le mur, en fait. D'accord. Anne-Sophie Boisgalet a une autre remarque. De plus, personne ne vérifie la réalité du seuil de 15% de surface agricole utile dédiée aux méthaniseurs. Effectivement, on n'a pas le droit d'avoir des cultures dédiées, mais et voilà, tout le règlement se contourne. Vous êtes d'accord? En absence de contrôle, j'ai envie de dire, oui, tout règlement se contourne. Eh bien oui, ça, on est d'accord. Je me souviens d'un débat sur l'hydrogène, il n'y a pas si longtemps que j'animais. Et il y a une société que je ne citerai pas parce que je ne lui ai pas dit que j'allais la citer, une start-up là, qui fait l'hydrogène à partir de méthane issu de méthaniseurs. Et ils aboutissent, enfin, le digestat s'appelle, vous connaissez sans doute le terme, le biochar, c'est du carbone quasiment pur, qui aurait toutes les vertus, hein, d'après cette start-up et certains chercheurs. Donc, on est presque sur du charbon. Et là, on en rejoint cette théorie qui consiste à dire que les sols amazoniens sont aussi riches parce qu'il y a tout le charbon de bois issu de millénaires d'activité des peuples autochtones qui explique cette fertilité. Vous en pensez quoi de ce biochar? Alors, ce biochar, c'est une forme de carbone effectivement qui est très, très particulière et qui est très stabilisée, donc pas disponible du tout pour la vie microbienne. Bon, ben voilà. Le biochar est intéressant par rapport à la structure du sol, par rapport à certaines propriétés, on va dire, physiques du sol. Pour la microbiologie, si on veut, on est quand même sur des sols agricoles qui sont censés produire. Donc, il faut quand même une certaine fertilité microbiologique, fertilité biologique du sol. Et je ne suis vraiment pas convaincue, avec les données qu'on a scientifiques, que le biochar, ce soit la meilleure solution pour entretenir la fertilité biologique de nos sols. En tout cas, dans la classification de l'hydrogène, c'est l'autre Saint Graal en France. Ça, vous savez, c'est plein de couleurs et celui-là serait super green, cet hydrogène produit par des déchets organiques. Sachez-le, vous ne le savez pas, je vous le dis, Battle Caribé. En tout cas, merci. Vous fûtes passionnante, je n'en doutais pas. Vous, mesdames, messieurs, vous fûtes 160, vous êtes encore 151. C'est très bien. Et 66 questions. Je me demande si vous n'avez pas battu le record de questions de Lionel Ranjard, pas sur le nombre de gens qui nous regardent, mais en tout cas sur le nombre de questions. Manifestement, la méthanisation crée une certaine inquiétude, enfin en tout cas une certaine expectative. Merci en tout cas d'avoir été
aussi clair. À moins que vous ayez un mot de conclusion, je vais clôturer. Battle, auriez-vous un mot de conclusion pour votre défense? Mis à part que je trouve ça important que beaucoup de gens se posent la question sur la méthanisation et les digestats. Les résultats qu'on a pour l'instant ne sont pas alarmants, mais en tout cas, ces résultats vont venir nourrir les réponses et les questions, d'autres nouvelles questions encore par rapport à ces digestats. Voilà, question, il y en a donc eu 70. Bravo. Eh oui. Mesdames, Messieurs, donc nous sommes le 20, je ne sais plus quel jour on est, le 26 avril, il est 21h30, la nuit est tombée dans la banlieue parisienne. Traditionnellement, je dois vous dire ce que je vais manger, c'est du poulet. Voilà, j'ai fait simple, je n'ai pas d'autre idée, donc ce sera un poulet. Quant au sujet de la prochaine émission, eh bien, ce sera une surprise. On ne sait pas encore, on n'a pas encore trouvé la personne, mais de toute façon, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, connectez-vous sur le site une fois que vous avez fait le RGPD, tout ça, tous ces machins bizarres, et vous saurez à quelle sauce vous serez mangé le 31 mai, je crois que c'est ça. Voilà. Merci encore une fois à Battle Karimi de Vassal Expert. Merci à vous, mesdames, messieurs. Vous pouvez reprendre une vie normale. N'ayez pas trop peur de la méthanisation. Dites-vous une chose dont on est sûr, au moins, c'est moche. C'est quand même très très laid une unité de méthanisation. Je préfère 100 fois les éoliennes. Voilà, c'est dit. Merci à tous et au mois prochain.